Je note les cotes qui sont assez importantes. Je vois il y a 15 cotes diverses, n'est-ce pas, pour ce deuxième don. Et donc, c'est un fonds assez développé, assez important, qui comporte essentiellement des papiers personnels, disons des correspondances, des suites apportées dans le cadre de l'association des déportés dont il s'était occupé, vous voyez, et de l'aide qu'il avait donnée à ses anciens camarades et aux familles de ses camarades. Voilà, c'est ce que l'on pourrait dire des diverses cotes qui sont rassemblées. Je compte ici, il y a, voyons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, une 10, 11, 12, 13, 14 articles, une quinzaine d'articles, qui coïncident essentiellement avec un deuxième don effectué en 2006. Le premier remontant à 2 ans avant. Voilà. De sorte que pratiquement, c'est l'ensemble des papiers de mon père relatifs justement à la déportation à Neuengamme qui ont été déposés dans ce fonds que vous détenez. Fonds privé, bien sûr. Voilà. Et je pensais que les papiers que m'avait laissé mon père avaient une valeur historique, je suis historien de métier, historique générale, et qu'il importait que je les livre en quelque sorte au public intéressé, tout en assortissant ce don d'un certain nombre de conditions personnelles, n'est-ce pas? Mon père avait fait une association d'anciens déportés, dit de Neuengamme, de la Croix Jaune, comme on les appelait, qui s'est perpétuée après leur libération. Et il a été le secrétaire actif, et je crois qu'il y a des archives intéressantes de ce point de vue-là. Il s'agit d'une association un peu en marge des associations classiques. Il y a même eu quelques tensions entre des associations de déportés qui, eux, ont été soumis au travail et qui, par conséquent, considéraient que eux avaient vécu une véritable déportation, alors que mon père faisait partie de ce que les Allemands appelaient les prominentes, c'est-à-dire les notables, qui étaient dispensés du travail physique. Et c'est un élément très important, car je crois qu'il n'aurait pas résisté, malgré son état de santé, aux travaux forcés auxquels ses camarades étaient astreints, n'est-ce pas? Donc, ses camarades ont toujours considéré qu'il faisait partie d'une catégorie un peu particulière. Vous voyez, je n'insiste pas, il y a eu juste quelquefois des tensions personnelles entre ceux qui étaient allés jusqu'au bout de l'épreuve, n'est-ce pas? C'est-à-dire qui avaient été soumis au péril de leur vie au travail forcé, et puis les prominenten, comme disaient les Allemands, ces notables qui avaient été pris un peu plus comme des otages. Vous voyez, un certain nombre d'entre eux, d'ailleurs, comme Albert Sarraut, l'ancien président du Conseil, qui a été échangé contre un Allemand, n'est-ce pas, notable également, et c'était le sort qui était réservé à un certain nombre de ceux qui étaient prisonniers à ce moment-là. Voilà, j'habitais à Annonay, la ville où habitait mon grand-oncle Xavier Vallat, et on a eu une certaine proximité à la fin de sa vie parce qu'il a eu des faiblesses au point de vue santé, et j'allais souvent faire le secrétaire, je lui faisais son courrier, je l'aidais lorsqu'il avait des démarches à faire, donc je l'ai un peu assisté dans sa fin de vie pendant quelques mois. Et je pense que c'est ce qui lui a donné l'idée ou l'envie de me choisir comme exécuteur testamentaire. Mais je n'étais pas le seul. Nous étions 2 exécuteurs testamentaires. Il y avait aussi un de ses amis, le fils d'un de ses grands amis, un banquier, qui s'est occupé de la partie, je dirais, financière. Et moi, j'étais exécuteur testamentaire pour le quotidien, les biens qu'il avait, la salle à manger, le bureau, la cuisine, la chambre à coucher, tout ceci. Et le jour où je suis allé pour débarrasser son appartement, puisque ma tante était déjà en maison de retraite, je suis allé faire le reste des démarches. J'avais distribué tout ce qui restait, je suis allé nettoyer l'appartement qui devait être occupé.
il restait une chose qui n'apparaissait pas du tout dans le testament, c'était une grande armoire, un classeur avec toutes ces archives, et aucun mot dans le testament sur l'usage qui devait être fait de ces archives. Et mon grand-oncle, qui était un brave homme, n'avait rien mis là-dessus. Et j'étais donc avec un oncle à moi, un oncle direct, qui m'a dit, écoute, ces papiers, on va les brûler. C'était le début du printemps, il n'y a pas de risque d'incendie, on va brûler tout ça, on ne va pas s'encombrer avec ça. Alors quand même, j'ai toujours aimé les papiers et les archives. J'ai jeté un petit coup d'œil. Quand j'ai vu le contenu, j'ai été ébloui, émerveillé, effrayé. Et j'ai dit non, on met tout dans ma voiture et on ne jette rien. Alors on a vidé tout ce classeur, on l'a mis dans ma voiture, ça n'a pas suffi. On en a mis une partie dans un garage à côté qu'on a stocké, puis on a trouvé aussi 2 malles avec des documents. J'ai tout gardé et en 3 fois, j'ai fait le déménagement de tout ce qu'il y avait là dans mon appartement, qui n'était pas très loin d'ailleurs. Alors les sentiments que j'ai eus lorsque j'ai parcouru ces archives, qui étaient d'ailleurs très bien classés, les dossiers étaient très cohérents et complets. Alors, première émotion, ça a été des lettres et des archives qui étaient en lien avec la famille. Il avait gardé pas mal de lettres de toute la famille. Il y avait une généalogie, il y avait une histoire de la famille qui était écrite. J'avais le manuscrit de cette histoire. Première émotion, c'était le lien avec la famille. Deuxième émotion, c'était le lien avec le territoire, avec l'Ardèche. Il y avait énormément de poèmes. Troisième émotion, ça a été la partie de la guerre de 14. En particulier, il a raconté tout un épisode de cette guerre qu'il a vécue. C'est très, très émouvant. Alors ensuite, le plus gros dossier, c'est le dossier sur les affaires juives. J'ai été impressionné par la valeur historique du contenu. Et là, à ce moment-là, je connaissais peu l'histoire qu'avait vécue Vala, ce grand-oncle, mais malgré tout, j'ai senti qu'il y avait des choses d'une valeur, et j'allais dire d'un poids historique très très fort, sans trop savoir ce qu'il y avait dedans, puisque je n'ai pas tout lu, mais j'ai commencé à sentir qu'il y avait un poids historique très fort. Et c'est là que j'ai eu envie de mettre un de mes neveux en route pour une thèse d'histoire, mais ils n'ont pas choisi ça. Deuxième épisode des archives, j'ai eu une pression assez forte des amis politiques de mon grand-oncle qui voulaient récupérer toutes les archives. Alors ils sont venus, je les ai reçus bien, on a fait un inventaire, et après ils voulaient tout emmener, et là j'ai dit non, je veux réfléchir, on n'emmène rien, et je les ai gardés chez moi pendant 2 ans, mais avec sans arrêt des relances qui étaient parfois verbalement assez violentes pour tout récupérer. Alors ça a été au début au nom de l'histoire, au nom du patrimoine, puis après ça a été au nom de ça nous appartient parce qu'on était dans le même milieu politique. Et finalement, j'en ai parlé à un collègue qui m'a dit, écoute, ne t'encombre pas avec ça, tu ne vas pas résister, il faut que tu les donnes à des archives. Le but du dépôt, c'est de faire connaître et diffuser par les moyens qui sont les vôtres, ils sont infiniment plus importants que les petits moyens privés que je peux avoir pour faire connaître ces documents. Et vous êtes une institution et par conséquent, c'est sur la longue durée que la publication est faite, grâce à vous. Et je tiens, de ce point de vue-là, à vous dire ma reconnaissance d'avoir pris en charge, en quelque sorte, ces documents pour les présenter à un public toujours plus large, n'est-ce pas? Et c'est évidemment un but que j'aurais été incapable de, personnellement, particulièrement, de réaliser, que vous m'offrez.